Bien, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là. C'est surtout après ces deux présentations. Donc effectivement le lien avec la présentation de Christelle Ferratier est immédiat, mais également la présentation précédente, parce que je vais vous parler aussi de la solitude et de la solidarité des équipages et la solitude des acteurs sur zone. Alors moi effectivement j'ai plusieurs casquettes. Donc au CNRS, je travaille entre autres sur le phénomène des migrations maritimes. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène majeur à l'échelle planétaire. Quasiment toutes les façades maritimes des pays riches sont concernées par ce problème, en lien évidemment avec la fermeture des frontières terrestres, de façon assez générale. Nous, ici en Europe, on est particulièrement impacté par les frontières sud. Vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe en Méditerranée centrale, même si statistiquement, la plupart d'entre vous n'ont qu'une idée très vague. Je l'ai déjà testé maintes occasions depuis des années, parce que l'information n'est pas au niveau de ce qu'elle devrait être. On estime par exemple à plus de 3500 morts le nombre de morts là, en Méditerranée centrale depuis le début de l'année. Plus de 5000 sur la route des Canaries, c'est-à-dire que les gens qui partent du Sénégal et de la Mauritanie pour rejoindre les Canaries après 1500 km en haute mer. La route au sud de l'Espagne, Alborán et puis Gibraltar qui est extrêmement active, la Méditerranée orientale, voilà, tout ça c'est des routes qui sont extrêmement actives. Et puis la Manche, alors peut-être que vous êtes moins au courant encore pour la Manche. La Manche est une route migratoire très active entre la France et la Grande-Bretagne depuis 2018. Plus de 45 000 personnes ont traversé en 2022. 1000 ont traversé hier ou avant-hier, en une seule journée, sur une quinzaine d'embarcations. Donc ça fait entre 70 et 80 personnes par embarcation en moyenne maintenant. Voilà, donc ça vous donne des ordres de grandeur, ce qui m'amène à parler au titre du sauvetage de masse. Alors, sauvetage de masse, c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui sont en détresse en mer, au même instant, au même endroit, avec des équipes de sauveteurs qui peuvent être extrêmement petites par rapport évidemment à ces dimensions-là, extrêmement dénuées de moyens, d'équipements, y compris d'équipements de secourisme, de prise en charge médicale, et qui doivent faire face tout seul en attendant que les secours viennent. Et parfois les secours ne viennent jamais, comme c'est le cas en Méditerranée centrale, voilà, où les bateaux doivent travailler tout seuls. Alors moi j'interviens sur ces questions-là à plein de niveaux différents. L'essentiel pour vous, c'est que je suis le formateur référent et quasiment le seul formateur d'ailleurs pour tous les moyens de l'État, militaires, civils, qui sont déployés en Manche-Mer du Nord. Donc j'y suis au titre de la réserve de la Marine nationale, mais aussi pour la garde-côte de la douane et puis pour les affaires maritimes. Voilà, donc j'ai tout un tas d'employeurs en plus du CNRS. Et puis par ailleurs, je travaille avec les ONG depuis de nombreuses années en Méditerranée centrale. Et j'effectue aussi des missions en mer Égée entre la Grèce et la Turquie. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Et je suis toujours avec les ONG. Alors, un point de précision, ce dont on va parler, par abus de langage, on parle de plongeurs. Avant, on appelait ça les hommes grenouilles. Alors, les plongeurs qui font vraiment du sauvetage sont très peu nombreux. On a parlé des plongeurs hélicos, ça c'est une spécificité. Quand les plongeurs hélicos descendent chercher des gens, en général, ils restent en surface. Donc, ils ne font pas du tout un travail de plongeur. Le plongeur hélico de la marine est un cas spécifique. Ils sont équipés en plus d'un dispositif respiratoire, parce que si vous voulez survivre dans des vagues de 5 mètres, ce n'est pas en faisant de l'apnée que vous allez survivre sur un temps long. Mais de façon générale, on est vraiment sur du sauvetage en surface. Voilà, c'est pour ça que dans le jargon du métier, on parle plutôt de nageurs, donc de sauveteurs nageurs de bord, sachant que les plongeurs, c'est plutôt des plongeurs bouteilles, et plonger en bouteille, ça ne vous prépare pas du tout à faire de la nage en surface. C'est deux métiers qui sont radicalement différents. D'ailleurs, il y a des morphologies qui sont très distinctes. Vous reconnaissez assez facilement un plongeur d'un nageur. Les proportions sont un petit peu inversées, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf cas très spécifiques, notamment des plongeurs de la Marine nationale, qui sont évidemment qui sont des athlètes, qui sont aussi bien plongeurs que nageurs, qui sont capables de tout faire, et puis dans certains corps de métier, mais qui sont vraiment très singuliers. Voilà, donc là, je vais vraiment me focaliser sur la partie surface. Alors le principe général, c'est que contrairement à un plongeur qui doit être capable de sonder quand il faut, et pour sonder, il faut avoir une flottabilité négative, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir descendre en apnée à 10 mètres, 18 mètres pour aller chercher quelqu'un, sachant que de façon générale, si vous le faites, il y a un peu de chance de survie derrière pour la victime. De façon générale, un nageur de bord, ça doit ressembler à ça. Donc, ça doit flotter, absolument. Il faut flotter quoi qu'il arrive. Une grosse combinaison, un gilet tactique qui vous permet de flotter.
Il faut être absolument protégé contre tout, évidemment contre le froid, l'hypothermie c'est majeur comme pathologie, contre tous les chocs, parce que vous êtes hyper exposé, que ce soit les rochers, les bateaux, les embarcations, les gens dans l'eau, voilà, tout est extrêmement agressif. Vous devez être très visible, pas question de se retrouver tout seul en mer, perdu, on imagine bien la détresse des gens qui sont abandonnés tout seuls en mer. C'est pareil pour un sauveteur, il suffit d'être à 15 mètres d'une embarcation dans 4 mètres de creux, l'embarcation ne sait plus où est son nageur. Et puis il doit être extrêmement mobile. Et donc pour ça, il doit être équipé de palmes, et puis masque tuba, parce qu'en haute mer, c'est impossible de nager sans masque tuba. Voilà, donc l'important là, c'est l'ordre de grandeur, c'est qu'un sauveteur nageur de bord, lorsqu'il est équipé, c'est 10 kg d'équipement en plus à sec, ça monte à 15 kg lorsqu'il est mouillé, ça veut dire que tout devient plus compliqué. Et il faut être capable d'encaisser la charge, évidemment. Alors, les missions de ces gens-là, au départ, c'est tous des équipiers. On a parlé de plongeur hélico. Par définition, un plongeur hélico dans la marine, c'est avant tout un mécanicien qui est capable de réparer en vol l'hélicoptère et qui, en plus, assume des missions de plongeur. Sur un bateau, c'est forcément un équipier. Donc c'est quelqu'un qui remplit sa mission à bord d'un navire, d'une embarcation de sauvetage, et qui, en plus, peut être amené à être projeté en dehors de l'embarcation ou en dehors de l'hélicoptère. Ça, c'est vraiment une singularité. C'est que ce sont les seuls qu'on envoie à l'extérieur. Alors déjà qu'un bateau de sauvetage ou un hélicoptère de sauvetage, c'est pas un endroit qui est particulièrement facile et accueillant, mais je vous garantis que quand en plus vous êtes projeté à l'extérieur de ce dernier endroit où il y a un petit peu de stabilité, un petit peu de chaleur affective humaine, où vous vous retrouvez tout seul, que ce soit en dehors de l'hélico ou en dehors du bateau, vous vous sentez quand même seul au monde. Et vous devez être capable de vous débrouiller tout seul. Voilà. Le principe, c'est que si vous êtes là, c'est que personne ne peut y être à votre place. Et si on vous a mis là, en général, il y a peu de chances pour qu'on puisse venir vous chercher. Donc, il va falloir vous débrouiller pendant un certain temps. Là, on a bien vu l'exemple du plongeur qui a dû gérer ces 6 personnes tout seul sur un radeau pendant une nuit entière. Voilà, il faut le faire. Et évidemment, on a des profils quand même psychologiques qui sont assez singuliers, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui pètent un câble en situation. Le plus difficile, au-delà du fait d'être capable d'agir à distance tout seul avec une grande autonomie, c'est la capacité à évaluer les risques. Les risques, ils sont extrêmement nombreux en mer, et vous devez toujours avoir les idées suffisamment claires pour analyser les risques et agir en conséquence, sachant qu'avec le stress, évidemment, la clarté d'esprit, c'est quand même difficile. Alors si vous rajoutez l'hypothermie, ça devient extrêmement difficile à partir du moment où vous êtes en stade 2 hypotherme, ce qui arrive très rapidement en mer, très rapidement. Au bout de quelques heures, vous êtes hypotherme stade 2, puis vous passez en stade 3 ensuite. Alors là, les troubles de la conscience et de la lucidité sont immédiats, et donc vous devez aussi apprendre à gérer avec cet état physiologique qui est le vôtre. Donc il faut l'identifier. Et puis une fois que vous avez sorti les gens de la misère dans laquelle ils sont, ça c'est la phase de sauvetage. Un sauvetage par définition c'est une activité dangereuse puisque les gens sont en détresse immédiate et vous devez les rejoindre dans cet état de détresse, dans cet environnement hostile pour les en tirer. Donc déjà vous êtes complètement sur le feu là. Et une fois que vous les avez sortis de cet environnement là, il faut les prendre en charge parce que ça sert à rien de sortir quelqu'un de l'eau si derrière vous êtes incapable de prodiguer des premiers secours qui vont permettre de le maintenir en vie le temps que quelqu'un de plus compétent et mieux équipé s'en occupe. Donc là aussi, il y a une grosse responsabilité de ces gens-là qui souvent se retrouvent tout seuls pour faire ce travail. Et donc, de façon générale, un sauveteur nageur de bord ou un plongeur, marine, hélico, etc., c'est des gens qui doivent absolument être orientés vers la résolution de problèmes. Quoi qu'il arrive, ils doivent résoudre des problèmes. Ils ne sont pas là pour poser des problèmes, ils sont là pour trouver des solutions et résoudre les problèmes, quelle que soit la situation. Ce qui est quand même un état d'esprit assez singulier. Alors, là, il n'y a plus rien qui s'affiche, mais c'est pas grave. Je zappe. Alors si, voilà, un point important qu'on a identifié avec la Marine nationale et le service psychologique de la Marine, notamment à Cherbourg, c'est que toutes ces missions-là sont extrêmement génératrices de stress post-traumatique potentiellement, et que finalement il y a 3 piliers sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de réduire par anticipation ces syndromes-là. Le premier, c'est préparer ces personnels-là à cette mission, qui est une mission très impactante. Le deuxième, c'est s'assurer qu'effectivement, ils travaillent au sein d'un équipage qui présente un niveau de solidarité qui permet vraiment cet engagement là dans le sauvetage. Vous savez que vous pouvez compter. Par exemple, là, le plongeur hélico, jusqu'au bout, il était persuadé, il savait, sans l'ombre d'un doute, que son hélicoptère reviendrait et le retrouverait. Voilà, ça c'est hyper important. Je connais très bien les équipages aéros de la marine. Je peux vous dire que ça aurait été impossible que l'hélicoptère ne revienne pas et que ça ne soit pas en plus l'équipage qu'il avait laissé en mer. Donc il y a vraiment cette solidarité organique qui est extrêmement forte et qui fait que vous êtes tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul. Et ça, c'est plus qu'une connaissance théorique. Et puis le troisième, c'est évidemment le sens que vous donnez à cette mission. Donc Christelle Ferrati nous a parlé d'une mission gratifiante, etc. Alors c'est vrai,
mais en même temps, on ne peut pas non plus uniquement travailler là-dessus, parce qu'on parle quand même de gens qui sont là sur des carrières longues. Et puis, si on prend le cas des migrations aux frontières maritimes, notamment pour les équipages des moyens de l'État qui sont là-haut depuis des années, sans avoir la possibilité d'en sortir, qui n'ont pas forcément choisi cette mission, on les a affectés à cette mission-là, je vous garantis que l'idée de sauver des vies, au bout d'un certain temps, perd réellement tout son sens. Donc on ne peut pas non plus se reporter uniquement sur le fait que c'est une mission noble, vous sauvez des gens, tout va bien, non. Voilà, donner du sens à la mission, il y a une vraie complexité derrière, et il faut absolument l'aborder. Alors, la préparation, ça fait partie des choses que je fais. Moi, je suis là pour former les gens aussi, pas simplement pour intervenir sur zone. Vous devez absolument être formé en permanence toute l'année dans l'eau froide. Vous devez apprendre à avoir froid. Vous devez rechercher le froid. Vous devez trouver cette situation où vous êtes hypotherme, stade 2, limite 3, où vous avez ces troubles de la conscience, vous avez beaucoup de mal à vous exprimer, vous avez beaucoup de mal avec l'appréhension, les choses fines deviennent impossibles. Et là, vous commencez réellement à bosser parce qu'en situation, c'est ce qui vous arrivera. Donc, il n'y a aucune notion de confort, il n'y a aucune notion, il n'y a aucune vraiment idée de se chercher à se prémunir, se préserver. Ça n'existe pas. Vous devez absolument, en permanence, conserver cette accoutumance avec le froid. Et puis, dans le cas des missions sauvetage de masse, vous devez absolument être capable d'intervenir avec très peu d'équipement sur de nombreuses personnes à l'eau. Voilà, on a régulièrement là-haut en Manche-Mer du Nord des sauveteurs de bord de la Marine nationale notamment qui se mettent à l'eau alors que vous avez des dizaines de personnes à l'eau. C'est extrêmement dangereux, extrêmement accidentogène bien sûr. Tout le monde sait ce qui se passe quand une victime est en train de se noyer et qu'un sauveteur arrive. Évidemment, le réflexe, c'est de sauter sur le sauveteur pour garder la tête hors de l'eau. Donc il faut vraiment avoir une analyse du risque qui soit vraiment bien ciblée. Et donc vous voyez là, c'est moi qui me prends une patate par un matelot de la Marine nationale, donc y compris en termes de formation, toutes les formations sont faites pour être le plus réaliste possible. Et donc, ça, les patates, on s'en met tout le temps, évidemment. L'objectif, c'est de leur apprendre à travailler sans violence, parce qu'ils sont là pour sauver les gens, ils ne sont pas là pour se bagarrer avec eux. Voilà, ce qui suppose aussi de laisser rentrer les gens dans leur zone un petit peu de confort, dans leur bulle individuelle, sans se sentir agressés, ce qui n'est pas toujours très facile. Et puis à utiliser du matériel adapté pour sortir les gens de l'eau, mais aussi les sortir tout seuls. Alors tout ça, c'est des activités qui sont bien sûr très physiques. Un point important, c'est aussi le travail de nuit. La plupart des missions de sauvetage ont lieu la nuit. Et la nuit, c'est difficile de s'entraîner de nuit. Les créneaux sont souvent limités. Mais c'est un environnement qui doit absolument faire partie de l'apprentissage parce que la nuit, vous l'avez sans doute vécu dans vos différentes activités professionnelles, si vous avez la chance de travailler la nuit, c'est que nos perceptions sont extrêmement altérées, notamment évidemment la vision qui est très dégradée, mais aussi l'appréciation des distances, l'appréciation des reliefs. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde du sauvetage en mer, on a beaucoup d'accidents de nuit au moment de l'embarquement de l'équipage. Alors, les gens, ils font ça tout le temps, descendre sur le ponton et monter sur le bateau. La nuit, ça ne rate pas, vous en avez qui tombent à l'eau, vous en avez qui se cassent les chevilles, parce que la perception des distances et du relief est très, très différente. Et en plus, l'accoutumance à la vision nocturne n'est pas toujours acquise au moment où vous partez à fond les ballons, parce que vous avez moins de 10 minutes pour vous préparer, et que vous êtes encore dans votre vision diurne. Voilà, l'orientation en mer de nuit, c'est extrêmement compliqué. L'hypothermie, c'est direct, vous savez tout de suite que le soleil n'est pas là pour vous réchauffer. Et puis vraiment cette sensation d'isolement permanente qui est très prégnante et qui peut devenir très angoissante assez rapidement. Une autre singularité, c'est les rochers. Alors, ça arrive régulièrement d'aller récupérer des gens qui sont bloqués dans les rochers par la marée. Ça, c'est des choses qui se font assez quotidiennement à certaines périodes de l'année sur quasiment tout le littoral français. Dans un contexte migratoire, ça donne des choses encore plus compliquées. Ça, c'est des photos qui sont prises en Grèce, en mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, où tous les matins, on retrouvait des dizaines de personnes qui étaient abandonnées par les passeurs dans les rochers à des endroits complètement inatteignables par la mer. Donc, autrement dit, si vous n'y arrivez pas par l'eau, vous ne pouvez pas les sauver. Et à ce moment-là, pendant toutes ces années-là, il y avait un seul bateau qui a été capable de le faire. C'est le Mokara, qui était un bateau avec 3 ou 4 sauveteurs à bord. Et donc tous les matins, vous voyez, on y allait. Et puis là, vous avez le nageur qu'on ne voit pas bien, mais là, qui s'est mis à l'eau parce que le bateau ne peut pas s'approcher. Donc le nageur doit partir tout seul à l'eau, aller dans les rochers, faire un diagnostic, un bilan sur l'ensemble des personnes qui sont présentes. Et évidemment, toutes étaient hypothermes. Vous avez beaucoup d'enfants qui étaient en souffrance. Et puis à partir de là, il faut organiser leur rapatriement parce qu'on est obligé de les faire revenir par le bateau. Et donc le nageur, là, il est obligé de gérer aussi l'approche finale du bateau qui ne peut plus approcher avec les hélices. On est obligé de couper les moteurs. Donc il faut être capable de trouver un chemin, le faire venir, installer tout ça, sécuriser, faire monter les gens avant de repartir et puis organiser des norias et puis sécuriser tous ceux qui restent en attendant la deuxième noria, etc. Tout ça
évidemment avec des capacités de communication quasiment nulles, puisque la plupart de ces gens-là débarquaient directement d'Afghanistan ou de Syrie, ils ne parlaient pas du tout l'anglais, encore moins le français bien entendu. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de cette mission là, du sauveteur nageur de bord, d'être capable toujours d'être sur le front de l'opération, le fer de lance de l'opération, et puis d'assurer sa mission, sachant que s'il lui le fait pas, personne d'autre peut le faire. Vous voyez, là, très clairement, sur cette mission Rocher, là, si le nageur de bord ici, là, il n'est pas capable d'assurer cette mission-là, aucun autre équipier sera capable de le faire. Donc ça devient un point, un goulot d'étranglement sur le sauvetage. 5 minutes, Arnaud. Très bien, c'est parfait, on arrive sur la fin. Donc là, ça c'est des photos récentes. Donc là, on voulait peut-être identifier, là on est dans un hélico de la Marine nationale, pour les plus calés d'entre vous. Ça, c'est la première formation qu'on a réussi à mettre en place. Donc, c'est pour Guépard Whisky, qui est un des hélicos, donc la 35F, basée au Touquet, qui intervient énormément en Manche-Mer du Nord depuis des années sur toute mission de sauvetage, y compris sur les missions liées au contexte migratoire, mais qui jusqu'à présent n'avait pas du tout été mobilisé en première intervention. Vous imaginez un bateau qui chavire, des dizaines de personnes à l'eau. Que peut bien faire un hélicoptère sur une situation comme ça? C'est extrêmement dangereux et personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire. Si bien que jusqu'à présent, Guépard Whisky était quand même très largement utilisé pour ratisser les corps à la fin. Ce qui est quand même assez dramatique pour un moyen avec des gens qui sont aussi compétents, qui aujourd'hui sont quasiment les seuls spécialistes du sauvetage à temps complet, ils font que ça, et ça fait partie des derniers à faire que ça, hein. Tous les autres font plein d'autres choses à côté. Donc le sauvetage est une mission par-dessus les autres missions. Et donc, je me suis battu quand même longtemps pour qu'on puisse un peu changer cette façon de positionner ce moyen essentiel. Et donc, on a pu tester en février au port de Boulogne avec le CROSS, avec la Marine nationale, et puis avec l'aide de nombreuses personnes, notamment de la SNSM, du SDIS et puis de la gendarmerie maritime. On a réussi à positionner 35 personnes à l'eau. Donc là, vous ne les voyez pas bien, mais là, on est dans la cabine de Guépard Whisky. Le plongeur hélico se prépare. Vous voyez, ça, c'est le treuil. Et là, quand ils arrivent sur zone, ils découvrent la situation. 35 personnes à l'eau. Le bateau a coulé, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus que 35 personnes à la dérive, dans des conditions de mer difficiles. On s'était mis dans l'avant-port de Boulogne et ça tapait vraiment fort. Et le plongeur, quand il part, là, vous voyez pas, il a rien, il est juste au treuil, il a ses palmes, il a son masque et son tuba, et puis il a deux petites valisettes qui correspondent à des moyens de flottabilité, qui va aller percuter sur l'eau de façon à les déployer. C'est des petites saucisses sur lesquelles une dizaine de personnes peuvent se mettre en attendant, donc pouvoir flotter en attendant la suite. Autrement dit, il part tout nu. Et quand il saute de l'hélico, là, donc il est au bout du câble, vous voyez, il descend, il y a entre 20 et 30 mètres au-dessus de l'eau, parce que sinon, dessous, les pales sur un hélicoptère comme ça, c'est plus de 250 km/h de vitesse de vent sous les pales, avec évidemment toutes les gouttes d'eau qui se baladent à cette allure-là. C'est extrêmement traumatisant pour les gens qui sont dessous, et puis même quand on remonte un petit peu, ça crée une entropie incroyable, on n'entend rien, tout le monde dérive avec une vitesse folle sous les passes de l'hélicoptère, donc l'hélicoptère est obligé de garder un petit peu de hauteur. Donc le plongeur hélico, là il descend tout seul, il est au bout de son câble, il n'a aucun moyen de communication. Sa seule communication, c'est des gestes qui sont très limités. Hein. Quand vous dialoguez par geste à plus de 30 mètres de distance, forcément on ne fait pas des phrases. Et donc le plongeur hélico, il sait qu'il peut compter sur une personne, c'est son treuilliste. Le treuilliste fait un travail très très fin, vous voyez, c'est la main du treuilliste qu'on voit, qui n'a jamais le câble, et c'est lui, vraiment un peu comme une marionnette, c'est lui qui fait faire des choses à son nageur de bord. Et puis par ailleurs qui transfère l'information au pilote de l'hélico. Alors ce qui rajoute en plus des choses intéressantes, c'est que là on est sur tribord de l'hélicoptère, on est à droite et le pilote est à gauche. C'est que le pilote n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans l'eau quand le plongeur est en train de travailler. Donc vous imaginez le niveau de stress que ça rajoute pour le pilote qui est obligé évidemment de transiter par... alors quand il y a un deuxième pilote, c'est très bien, un copilote qui passe les informations, sinon c'est avec le treuilliste. Voilà. Et puis, donc l'objectif là, c'est que le plongeur, il descend à l'eau, il se rapproche des gens qui sont dans l'eau. Donc là, c'est ce que vous voyez, il est tout petit ici. Vous voyez, là, les 35 personnes, comme c'était la première fois, moi j'avais donné comme instruction aux 35 mecs dans l'eau, qui étaient tous des armoires à glace, hein, on est en plein hiver. D'ailleurs, on en a une qui nous a fait une belle hypothermie à l'issue, hein, parce qu'on est quand même resté 2 heures dans l'eau. L'objectif que je leur avais tous donné, sans le dire au plongeur hélico, c'était... vous lui sautez tous dessus, si vous y arrivez, vous le chopez et puis vous le descendez au fond. Et je peux vous dire qu'ils étaient morts de faim, parce que leur objectif c'était aussi de démontrer qu'un plongeur hélico, il pouvait se le taper. Et donc là, la démonstration, donc tout ça c'est filmé par Guépard Whisky, et donc on a fait la démonstration que le plongeur hélico, il est resté zen jusqu'au bout, aucun stress. Si vous voulez sauver des gens qui sont dans l'eau, même très nombreux, vous devez aller au contact, c'est pas question d'arriver, puis de lâcher ce que vous avez, puis j'ai peur, je me dégage, parce que là vous sauvez personne. Et donc,
il va jusqu'au bout, vous voyez, là, il est à 5 mètres, il continue à travailler, et il va percuter sa survie, il doit s'assurer qu'elle est correctement percutée, il va s'en servir comme bouclier, et il va l'amener au contact des premières personnes. Et quand il est sûr que les gens ont vraiment accès à cette bouée, parce que sinon il va dériver plus vite qu'eux, là, il se retire. Et donc pour sortir de la nasse, évidemment, il va ne pouvoir compter que sur lui-même et son coup de palme. Et ensuite, dès que c'est possible, ce que vous voyez ici, là, c'est son treuilliste qui donne l'instruction au pilote. Et là, le plongeur hélico est dragué sur l'eau à une très grande vitesse. C'est pour ça qu'on a cette traînée blanche là. Littéralement, il vole sur l'eau et il est extrait de la zone dangereuse. Et donc à la fin de l'opération, on est passé d'une nasse, comme ça vous avez 35 personnes à la dérive dans tous les sens, à deux groupes d'une quinzaine de personnes qui sont toutes agglutinés sur des éléments de flottabilité. Et puis entre les deux, ce qui reste, c'est ceux qui n'ont pas réussi, soit parce qu'ils sont trop faibles, soit ils ne savent pas nager, etc. Ils sont en difficulté, ils sont inconscients, hypothermes. Et donc là, on passe sur la deuxième phase où le plongeur, cette fois-ci, redescend de façon très ciblée, va chercher les gens et ensuite décide soit de les amener sur les grappes constituées, soit de les élitroyer pour prise en charge médicale à bord de l'hélicoptère. Voilà, donc on arrive sur la fin. Et donc on voit mieux ici le passage de cette nasse-là, vous voyez, ici. Et puis là, on a les bateaux qui arrivent dans tous les sens et qui ensuite peuvent travailler correctement au lieu de récupérer tout un tas de gens dans des états très différents. Là, on se retrouve quand même avec des gens qui sont groupés et qu'on peut, la plupart du temps, conscients parce qu'ils se tiennent mutuellement chaud, etc. Et puis un dernier exemple, ça c'est en Méditerranée centrale avec l'ONG Open Arms, un sauvetage qui était bien parti sur une embarcation avec 118 personnes. L'embarcation, au moment de récupérer les gens, donc de les transborder vers le bateau ici Open Arms, l'embarcation s'éventre, tout le monde tombe au milieu, 118 personnes, c'est l'image que vous avez là. Et puis là, vous avez un sauveteur nageur de bord qui vient de sauter de son embarcation, parce que là, il y avait une maman qu'ils avaient récupérée dans l'eau depuis le début, elle avait son bébé de 18 mois, non mais pas de 8 mois, qui était à l'eau, le petit Joseph. Donc évidemment, elle pleurait parce qu'elle ne savait pas où était son bébé, il se trouvait qu'il était dans l'embarcation. Et donc là, le gamin surchauffé décide au moment où l'embarcation s'éventre de sauter au milieu de ces 118 personnes, paf, pour essayer de retrouver le gamin, sachant qu'évidemment, il ne savait même pas où il était, parce que quand vous avez plus de 100 personnes sur une embarcation comme ça, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et le plus incroyable, c'est qu'il a réussi à retrouver le gamin. Donc vous voyez, situation complètement délirante à laquelle peut être conduite un sauveteur nageur de bord qui se trouvait être le seul à pouvoir agir en situation. Et donc cette solitude du nageur de bord, évidemment, peut avoir des répercussions importantes parce que dans certains cas, c'est maîtrisé. Dans d'autres cas, c'est vraiment la tentation de dépasser par l'action l'état de sidération, le fait que tout le monde soit impuissant. Personne ne peut agir, moi je suis le seul à pouvoir agir, donc j'y vais. Voilà, cette espèce de pulsion que j'ai retrouvée chez un certain nombre de mes collègues. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été sollicité pour les former, suite à 2 événements un petit peu fâcheux où des nageurs de bord, en l'occurrence plongeurs non formés, se sont retrouvés à l'eau suite à une pulsion comme ça où personne ne peut agir, donc moi j'y vais. Ça peut créer quand même des choses difficiles. Donc je terminerai là-dessus. Les points importants que je voudrais juste souligner, c'est effectivement cette espèce de valence entre mission très solitaire, vous êtes le seul à pouvoir faire ce que vous faites, mais en même temps, ça ne peut se faire que parce que vous avez vraiment une forme de solidarité organique avec un équipage, vous savez que vous pouvez compter sur eux, donc vous savez travailler ensemble. Il n'y a pas besoin de faire des grandes phrases, de faire les briefings et les débriefs sont extrêmement courts, extrêmement concis, tout est calé, on sait exactement comment travailler. Ça c'est évidemment quelque chose de difficile. Et puis également le fait que ce sont des missions qui sont hyper exposées, évidemment physiquement, mais aussi mentalement, forcément, surtout dans un contexte de sauvetage en mer, y compris en plus et amplifié dans un contexte migratoire, vous allez forcément voir des horreurs quand vous serez sur zone, parce que non seulement le sauvetage va être compliqué, mais aussi la prise en charge des personnes derrière, en attendant qu'on vienne vous aider. Mais en même temps, ce qui vous préserve quand même, c'est le fait que vous êtes dans l'action. Et donc très souvent, les nageurs et les plongeurs de bord sont quand même des gens qui sont un peu protégés contre tous les syndromes de stress post-traumatique parce qu'ils sont vraiment dans cette action-là immédiate permanente. Et ceux qui sont touchés, c'est un peu souvent ceux qui regardent les nageurs au loin. On a parlé, Christelle Ferrati a parlé de l'équipage de l'hélicoptère. Je pense qu'elle a vu ça aussi, notamment pour le commandant qui est le pilote. Le fait que lui, il maîtrise plus rien. Une fois que le plongeur est parti, il doit lui faire confiance, quelle que soit l'évolution de la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Et là où on atteint vraiment des sommets dans l'art de la manipulation et l'utilisation d'un plongeur nageur de bord, c'est lorsque celui qui est en situation un peu hiérarchique de décider ou pas de la mise à l'eau du plongeur nageur
a atteint un niveau de connaissance des capacités de son plongeur-nageur qui soit suffisante pour être capable de l'envoyer dans des missions extrêmement risquées, extrêmement difficiles, en lui faisant confiance et en ne rajoutant pas en plus dans la hotte du plongeur-nageur tout son stress personnel, avec l'idée que fais attention à toi quand même parce que sinon c'est moi qui vais annoncer à ton épouse que tu es mort. Vous voyez, ce genre de bêtises. C'est assez facile de franchir le pas, hein, surtout quand on se connaît très bien. Et donc là, il y a vraiment un équilibre difficile à trouver. Voilà, je m'arrête. Parfait.